Amis auditeurs, mes auditrices, bonjour, vous êtes bien sur la Clé des Ondes 90.1 et vous êtes avec nous dans le studio presque de la Clé des Ondes où on va commencer l'émission Acétone. On a des invités aujourd'hui. J'ai en face de moi Étienne Bergès qui est militant syndicaliste, qui est aussi un militant politique. Bonjour Étienne. Bonjour. À côté de lui, nous avons un ami de Sandra. Bonjour Robin, toi tu es responsable des ateliers bois au Grand Parc, c'est ça? Voilà, tu peux nous dire bonjour aussi. Dis bonjour. Voilà. Et à côté de moi, donc j'ai aussi Sandra qui est porte-parole d'AC. Bonjour Sandra. Bonjour. À la technique, Alban. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Voilà, et donc nous allons passer bien évidemment au volet journal de cette émission et on va entamer la situation politique et sociale qui va bien évidemment être décapée par nos invités. Arrêtez-vous, les pauvres gens, les petits, les ratés, les sans pain. Arrêtez-vous, les sans talent, les sans lit, les sans foi, les sans rien. Alors, le premier sujet retenu, c'est un état de police se met en place. Et oui, deux professeurs de droit, Dominique Rousseau et Marie-Laure Bassilien-Guinche, réagissent à l'adoption par l'Assemblée du projet de loi introduisant l'état d'urgence et la déchéance de nationalité dans la Constitution. Ils s'inquiètent d'une dérive de l'état de droit. Un état policier se met en place. 10 février, par 317 voix contre 199, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi de protection de la nation qui propose d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence et la possible déchéance de nationalité pour les personnes reconnues coupables de terrorisme. Il sera examiné par le Sénat dans un mois. Les juristes embêtent les politiques, car nous sommes là pour dire que les valeurs n'égarent pas, bien au contraire, et pour rappeler ce que dit la Constitution. Par exemple, que c'est le juge judiciaire qui est garant des libertés individuelles, pas le Conseil d'État. Alors, avant de changer la Constitution, respectons-la. Il s'agit d'un bricolage institutionnel, totalement inutile. À supposer que sur le plan politique, il soit nécessaire de décréter l'état d'urgence ou d'étendre la déchéance de nationalité, il n'y avait aucun besoin de réviser la Constitution. Cette réforme avait pour seul objectif de permettre à François Hollande de mettre au pied du mur la droite et de prouver qu'il pouvait rassembler sur son seul nom. Et oui, il avait en tête le modèle de la France unie, de François Mitterrand. Mais n'est pas François Mitterrand qui veut. François Hollande s'est pris les pieds dans le tapis et finalement, la révision constitutionnelle joue le rôle d'une pré-primaire. Il suit une stratégie suicidaire qui provoque l'éclatement du paysage politique. Alors Étienne, toi tu es aussi un militant politique, oui. Tu es au parti de gauche, oui. Tu suis ça attentivement. La déchéance de nationalité, on sait que ça va pas faire grand chose sur le terrorisme entre guillemets. L'état d'urgence c'est pire puisque là tout le monde est suspect, ça remet en cause la démocratie de notre propre République. Et puis derrière, bien évidemment, il y a toute une agitation politique autour de ça. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter? Moi j'ai envie de rajouter que c'est quand même assez grave parce que c'est une dérive autoritaire parce qu'il faut rappeler quand même que depuis Montesquieu, la séparation des trois pouvoirs, judiciaire, législatif et exécutif, c'était la base de la démocratie. Or là, c'est quand même quelque chose une rupture par rapport à ce principe. Une rupture fondamentale et qui est aussi, je dirais, dans les gènes de la Ve République. Parce que déjà, tous les pouvoirs sont au président, pas le pouvoir présidentiel. C'est ce qu'on remet en question au parti de gauche, justement, d'ailleurs, avec le mouvement pour la Sixième République. On remet en question cette monarchie républicaine qui fait que, là, par exemple, il ne va pas y avoir de débat pour les primaires. On essaye, par exemple, de faire que pour les primaires de l'élection présidentielle, c'est la seule qui compte. Et pour les primaires, il n'y aura pas de débat, puisque c'est que le deuxième tour qui compte. C'est ça qu'on est en train de nous expliquer.
Là, tout ça, c'est toute une mécanique qui se met en place, l'État policier, avec l'effet terrorisme. On sait très bien que la déchéance de nationalité, c'est totalement inefficace. Valls l'a reconnu devant le Parlement. Et on nous explique que c'est symbolique. C'est pas efficace, mais c'est symbolique. Alors, moi, je pose la question. C'est symbolique de quoi? C'est symbolique d'un retour en arrière, d'une régression, d'un retour à Vichy. C'est symbolique de la complaisance face aux thèses du Front National. Donc il faut qu'on nous le dise clairement. Comme ça au moins on saura qui on a en face. Oui, effectivement, on saura qui on a en face et puis surtout on aura un droit qui est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme, c'est de défendre nos libertés fondamentales et de les défendre les armes à la main, n'est-ce pas Sandra? Les armes à la main, je sais pas. Je sais pas si on va y arriver parce qu'on est quand même face à une espèce de rouleau compresseur, quoi. Enfin là, on voit bien que, en guise de démocratie, quand même, on a plutôt, moi je dis une dictature, souvent. On me le reproche, mais ça fait rien, je le redis. Et puis moi, quand on me parle de démocratie, pour moi, la démocratie, c'est le peuple qui décide. Et ça n'a jamais été le cas. Le peuple, quand on est dans une démocratie représentative, déjà pour moi, ce sont deux termes qui s'opposent. Je suis pas la seule à le dire. Mais donner son pouvoir pour se faire représenter par des gens qui en plus prennent ça pour un emploi en fait, finalement les politiques maintenant ils restent accrochés à leur poste. Pourquoi? Parce qu'il y a des sous derrière, quoi. Voilà, et ils ont du pouvoir. Donc pour moi il n'y avait pas de démocratie avant cet état d'urgence. Mais alors en plus effectivement la déchéance de nationalité, on sait très bien que quelqu'un qui fait des attentats comme ceux qu'on a vus au mois de novembre, qu'on lui enlève, qu'on lui mette une menace de déchéance de nationalité, il s'en fout alors complètement, quoi. Donc on est vraiment là dans des positionnements de petits dictateurs qui veulent garder le pouvoir, quoi. Robin, tu as envie d'ajouter quelque chose sur l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, la fascisation de l'espace public là, que l'on est en train de vivre, l'ouverture sur un monde très policé et très policier, t'as envie de rajouter ou pas? Ouais. Dans le micro. Oui, on m'entend là? Première fois que je viens à la radio. Je sais pas, j'ai vu... Encore plus? Ouais. J'ai vu... Il y a un truc qui m'avait surpris une fois, c'était... Oh, j'ai le cœur qui bat, c'est ouf. C'était sur les arrêts de tram. Je trouvais ça maladroit, ce qui était écrit dans les affichages d'information, où on disait soyez attentifs, restez vigilants. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Soyez attentifs, restez vigilants. Alban me fait signe qu'il a envie de ruer dans les brancards par rapport à ce sujet. Alors vas-y, je te laisse. Parce que cet état d'urgence a pris quand même pas mal de liberté. Et puis, je sais pas si certaines personnes l'ont vu, mais c'est sur un des France 3, je crois que c'est dans la Bretagne. Une dame a voulu protéger sa rue et ses arbres pour éviter qu'ils soient coupés. Et je sais pas si des personnes ont vu ces images. Cette dame s'est fait molester par les flics. Donc ça c'est une première phase de l'état d'urgence. 70 ans. 70 ans la mamie, ils l'ont foutu à terre, ils l'ont foutu la tête dans le gravier, et puis j'en passe. Alors elle était un peu énervée, mais bon, quand on est énervé c'est normal, c'est la façon de s'exprimer les gens, chacun son avis. Et puis quand on voit aussi Mustapha qui ne peut plus sortir de chez lui en région parisienne parce que soi-disant il a un discours radical alors que c'est l'un des mecs les plus modérés dans son quartier, ça fout un peu mal, l'état d'urgence c'est un peu l'état fascisant comme la casser, il n'y a cassé. Pour la casser, il n'y a cassé. Allez, le deuxième sujet, c'est la Sécu et des millions d'intérimaires spoliés par Manpower. Sandra. Salarié de Manpower, Maxence a repéré des fraudes via sa fiche de paye. Les intérimaires et du même coup les organismes sociaux sont spoliés. L'URSSAF a déjà récupéré 41 millions d'euros pour les années 2007-2008. Le manque à gagner pour les employés du géant de l'intérim dépasserait les 200 millions en 15 ans. Maxence Labouras a aujourd'hui 37 ans. Depuis 6 ans, il épluche Code du travail, Code de la sécurité sociale, rendu de jugement et fiches de paye des intérimaires. Des milliers de pages pour aboutir à cet implacable constat. Manpower gruge les salariés de quelques dizaines d'euros par-ci, par-là, et au bout du compte, ce sont des millions qui ne rentrent pas dans les caisses des organismes sociaux. Manuel Valls a reçu une lettre de la part du syndicaliste la semaine dernière. Étienne,
Ces questions-là d'argent qui disparaissent, manipulés, qui restent dans les caisses de Manpower, des sociétés intérimaires, souvent on a des salariés qui viennent nous voir, qui pratiquent l'intérim et qui ont des problèmes avec leur fiche de paye parce que effectivement les agences intérimaires ne leur payent pas forcément les heures ou les primes ou même ne respectent pas les conventions collectives. Donc on les redirige vers les prud'hommes, mais c'est quand même scandaleux, quoi. Parce que ces grosses sociétés vivent sur le dos des salariés qu'il faut employer. Ils se mettent des millions de côté et d'un autre côté, ils ne sont pas capables de payer les URSSAF. Oui. Alors là, j'ai parlé un petit peu de mon expérience de syndicaliste. C'est l'éternel problème de la précarité dans l'emploi. Les personnels qui sont intérimaires à Manpower sont des personnels précaires et évidemment, ils ont beaucoup plus de difficultés de s'organiser pour organiser un rapport de force que les salariés qui sont dans des grosses entreprises syndiquées, qui ont un CDI permanent, ou les fonctionnaires, parce qu'on a la même chose dans la fonction publique avec les contractuels, qui sont beaucoup plus vulnérables, qui ont des conditions de salaire, de primes, qui n'ont pas du tout les mêmes conditions, et qu'on fait travailler très dur. Il faut savoir aussi dans la structure de l'économie aussi. La semaine dernière, j'étais allé visiter une entreprise de grosse multinationale, dont je peux en parler, c'est Smurfit. Et il nous expliquait qu'en fait, il y a au niveau des conventions collectives, c'est très bien, parce qu'il y a les opérateurs qui sont derrière les écrans, tout est automatisé, etc. Il n'y a pas de problème, ils sont bien payés, ils ont un contrat, etc. Ils ont des qualifications. Mais par contre, quand ils arrêtent les machines, c'est des entreprises sous-traitantes qui font le travail de nettoyage. Et là, par contre, c'est des gens qui ont des conditions de travail, mais ils s'en fichent, parce que si vous voulez, ce sont des gens qui sont hors radar. Alors, le problème des intérimaires, c'est que ce sont des gens qui sont hors radar syndical. Évidemment, pour le capital, pour les capitalistes, c'est cool. Tu es en train de nous dire qu'ils ne sont pas défendus, quoi, par les syndicats. Ils peuvent pas être défendus, parce que pour pouvoir être défendus, il faut que le syndicat, c'est pas une institution qui est hors de l'entreprise, c'est une institution qui est dans l'entreprise. Et c'est les gens qui travaillent, qui sont dans l'entreprise. Et pour pouvoir organiser une cellule syndicale, il faut d'abord une certaine conscience quand même, mais il faut s'organiser, il ne faut pas se sentir menacé dans son travail. Les gens qui sont contractuels, qui ont des petits contrats comme ça, déjà ils sont en situation de précarité. Pour eux, c'est une question de survie. Donc souvent, ils arrivent dans une entreprise, ils se disent je vais accepter tout ce qu'on me dit de faire, etc. Donc, si vous voulez, la probabilité qu'il y ait vraiment une lutte sociale, elle est difficile. C'est pour ça quand il y en a un insoumis qui relève la tête comme Maxence et qui dénonce les situations, c'est formidable. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mérite et de courage, quoi. Et on doit vraiment le saluer. Ah ouais, le saluer pour son courage. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai envie de dire. Sandra, en attendant, le trou de la Sécu continue à se creuser et on a des grosses structures, des entreprises ou même des agences intérim qui ne cotisent pas correctement et c'est bien dévoilé. C'est gravissime puisque ce sont ces patrons-là qui ne payent pas, quoi, en fait. Il n'y a pas que, en fait. Moi, il me semblait avoir vu les chiffres il y a quelques années. En fait, les trous de la Sécu, ils viennent essentiellement des charges sociales des entreprises qui ne sont pas payées. Voilà, c'est qu'en fait, on n'a pas de trou de la Sécu. Si tout le monde payait ce qu'il avait à payer, il n'y aurait pas de souci. Ce qu'on veut nous faire croire, c'est que on n'a pas les moyens d'avoir des soins de qualité en France. C'est bien ça qu'on essaie de nous dire. Et quand on voit effectivement ce qui se passe sur les hôpitaux, où les responsables d'hôpitaux sont des gens qui sont des gestionnaires. Voilà, donc on est en train d'appauvrir nos pauvres hôpitaux. Développer les cliniques, par contre, alors ça, comme on peut faire beaucoup d'argent avec les cliniques, on développe ces aspects-là, le privé. Et les hôpitaux sont en train de s'effondrer. Il y a un manque de personnel criant. Tous ceux qui y travaillent sont dans des souffrances épouvantables, ils en parlent. On en a parlé samedi à l'Université populaire de Bordeaux sur le thème de la souffrance au travail. Et voilà, donc la Sécu, en fait, elle n'a pas de souci. Si tout le monde réglait ce qu'il avait à régler, il n'y aurait pas de trou de la Sécu. Voilà, il faut obliger les patrons à régler ce qu'ils ont à régler. Sandra, un beau mot de conclusion. Robin, tu me fais signe que tu as envie d'intervenir. Peut-être toi plus sur le fait de l'emploi précaire, peut-être, parce que tu le vis peut-être. Et est-ce que cette précarité fait que, comme tu te sens menacé dans ton emploi, tu n'as pas envie de te défendre ou même de t'investir dans le monde syndical ?
Ouais, bon. Donc, la précarité. Enfin, je voudrais parler un peu de l'intérim. D'accord, Pour des 2-3 expériences que j'ai eues en fait. Ouais. Après, je n'ai pas trop compris la fin de ta phrase. Et en fait, c'était pour sur des agences d'intérim où je suis allé travailler sur Bordeaux en menuiserie. Juste d'expérience personnelle en fait. Dire que je me suis présenté avec la meilleure volonté du monde et ce que je suis, parce que je peux pas être différent de ce que je suis. Quoi qu'aujourd'hui je me sens bien mieux quand même que à l'époque où je suis allé là-bas. J'ai en fait demandé, je prenais un peu tout ce qui venait. Et je me suis retrouvé une fois sur un chantier où je me suis senti comme catapulté, sans information sur ce qu'on attendait de moi, sans échange, sans pouvoir, dans l'incapacité de pouvoir échanger avec quiconque sur mes capacités, sur ce qu'on attendait donc de moi et sur mon savoir-faire. Voilà. Donc je pouvais pas, j'étais dans l'incapacité de m'adapter en fait sur la mission qui m'était demandée. Et ça, je trouve que c'est bien dommageable parce que je pense que je suis pas le seul à vivre ça. Et que si on avait un petit peu de temps à donner d'échange, je crois que ça irait bien mieux. Alban, l'intérim, toi tu as pratiqué, tu sais, t'as envie de rajouter? Mais moi je vais rejoindre un peu Robin, je suis là vers 2 vides de métier ou agent d'entretien, ça dépend. J'ai dans ce métier-là des services panoplie assez large, et puis un jour je suis allé dans une boîte d'intérim, j'avais pas de boulot et puis je suis allé faire un peu de la maçonnerie, du gravat dans un chantier à Bordeaux avec des gens qui parlaient pas très bien le français, donc j'ai bien galéré pendant toute la journée. Je suis rentré chez moi, j'étais cassé. J'avais jamais été cassé autant de ma vie, puis finalement l'intérim ne m'a jamais vraiment intéressé parce que l'intérim, je sais que c'est le précaire. Et moi, ce que je vais plutôt dire, tu vois, par exemple, ta Manpower et les BTP, c'est quand même des entreprises qui touchent de l'argent public déjà. Ils ont des dons énormes et ils osent ne pas payer la sécu. Et finalement, la conclusion de Sandra, elle est tout à fait juste. Qui paye? Point barre. Allez, le troisième sujet retenu, parce que c'est un sujet qui est récurrent, c'est l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que cette intelligence artificielle, donc la robotique, les robots, les cyborgs si vous préférez, pourrait mettre 50% de l'humanité au chômage. Et c'est pas pour demain ou après-demain, mais c'est à une échelle de 10 à 20 ans. Selon le spécialiste américain de l'informatique Moshe Vardi, nous approchons d'une époque où les machines pourront surpasser les hommes dans presque toutes les tâches. Son avènement poserait à terme la question de l'utilité même de l'espèce humaine. La révolution de l'intelligence artificielle n'opposera pas les capacités physiques des machines et des hommes, mais bien l'esprit de l'homme à l'intelligence des robots. Le scientifique cite en exemple la Chine où plusieurs entreprises comme Samsung développent des robots destinés à remplacer les travailleurs de chair et de sang. La prédiction est inquiétante. Selon un scientifique américain, l'avènement de l'intelligence artificielle pourrait plonger plus de 50% de la population mondiale au chômage au cours des 30 prochaines années. D'après le scientifique, qui ne dévoile pas sa méthode de calcul, ce sont les emplois de la classe moyenne qui paieront le prix du progrès technologique, avec une conséquence dramatique, un accroissement inédit des inégalités. À terme, l'espèce humaine va être confrontée à une question d'ordre existentiel, juge Moshe Vardi. Que peuvent faire les hommes quand les machines peuvent presque tout réaliser? Et oui, avant lui, d'autres scientifiques ont mis en garde contre cette révolution technologique. Réussir à créer une intelligence artificielle serait le plus grand événement dans l'histoire de l'homme. Mais ce pourrait aussi être le dernier, prévenait Stephen Hawking dans une tribune publiée en 2014 dans The Independent. L'intelligence artificielle
et le remplacement de l'homme par les robots, tu as réfléchi Oui, un bien peu sûr, oui, à ce je que peux ça même, pourrait donner? Je peux même citer des choses récentes, puisque je te dis, j'ai visité des entreprises dans la région, et en particulier une petite PME de tonnellerie, où le patron nous a dit, voilà, l'inspecteur du travail, vous venez de fermer l'usine parce que cette machine était dangereuse. Et alors, j'ai pas eu de problème, il nous a dit de manière très cynique, j'ai viré l'ouvrier et j'ai remplacé par un robot. Voilà, et il nous a dit ça comme ça, de manière comme ça, et l'inspecteur du travail n'a rien pu dire. Voilà, c'est un exemple récent, là, de la semaine dernière, c'est une entreprise du coin. Hein. Et après, si vous voulez, c'est vrai que j'ai visité aussi des entreprises la semaine dernière, là, où le travail humain est quand même plus intéressant que ce qu'on voit dans les temps modernes, quoi. Tu vois, par exemple, c'est un opérateur qui est responsable d'une ligne, et puis il y a plusieurs choses à faire. C'est quand même un peu plus intéressant au niveau travail. Alors, si vous voulez, moi, je suis un petit peu dubitatif parce que je pense que il ne faut pas confondre la technique, l'outil et le capitalisme. Le capitalisme, effectivement, il va rechercher des profits et il va essayer de remplacer les personnes par des robots parce que le robot il fait pas grève, etc., etc. Bon. Mais faut penser aussi que l'automatisme, au départ, c'était l'idée les automatismes et l'intelligence artificielle, ça peut être utilisé aussi pour soulager le travail. Pour soulager le travail humain dans les entreprises par rapport aux tâches très répétitives et qui sont abrutissantes. Donc, en fait, cette dimension-là, elle est intéressante. Le problème de fond, c'est pas tellement l'intelligence artificielle, c'est qu'est-ce qu'on va en faire. C'est qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce que on va en faire quelque chose pour faire augmenter le profit et supprimer des emplois, ou est-ce qu'on va l'utiliser pour donner un contenu au travail plus intéressant et respecter. C'est toujours la question de l'humain d'abord, hein, l'humain au centre de la réflexion. C'est ça. Il ne faut pas confondre l'objet et puis la technique et ce qu'on veut en faire. Alors Sandra, toi qui es sur les positions de remettre en cause le travail, l'emploi, etc., est-ce que la robotisation et l'intelligence artificielle n'est pas une des solutions pour libérer enfin l'homme des chaînes du travail? Parce qu'on dit bien libérer l'homme des chaînes du travail. Est-ce que justement ça permettrait pas de libérer l'homme du travail? Mais ça aurait déjà dû le libérer. C'est bien ça la question de fond. C'est-à-dire que la robotisation, elle n'est pas nouvelle. Hein, elle a au moins 100 ans. La robotisation en général de la société, je veux dire, bien entendu. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que les tâches qui nous ont été enlevées, l'être humain a bénéficié d'un allègement de tâches. Sauf que le problème qu'on a eu derrière, c'est que le capitalisme, reprenant tout à son compte, l'argent qui aurait dû être redistribué, cet argent qui est produit par des robots depuis longtemps, il aurait dû être redistribué dans la société. Et de fait, ce qui s'est passé, c'est que les capitalistes, tous les gains qui ont été produits par tout ça, ils les ont gardés pour eux. Et là, ce qui va se passer sur l'intelligence artificielle, parce qu'apparemment, il y a pas mal de gens qui se rejoignent sur cette idée qu'il y aura encore moins de travail, eh bien, ça va servir de nouveau les capitalistes et on va se retrouver avec des taux de chômage, on a 10 millions actuellement à peu près. On va se retrouver avec 15 millions de chômeurs, à la moitié de la population qui sera au chômage dans 10 ou 15 ans. Et finalement, on va s'enfoncer dans la pauvreté, dans la non-redistribution des richesses. Et c'est le problème. Et le problème est inchangé. On restera toujours sur ces bases-là. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, surtout, c'est que, comme Ellul ou Charbonneau, par exemple, Charbonneau qui est un écrivain bordelais, hein, qui est mort en 96, nous, ce qu'il nous dit, c'est autre chose. Il nous dit, est-ce qu'on a besoin de cette société technicienne qui nous fait produire des choses qui sont complètement idiotes quelque part aussi? C'est ça qu'il faut peut-être remettre en question. C'est est-ce qu'on a besoin de produire des voitures comme ça à l'appel, des téléphones portables, des ordinateurs, enfin des technologies, enfin, des trucs technologiques, des Wii, je sais pas quoi là, enfin des jeux qui en fait nous font nous couper de la réalité sociale et de nous couper des autres finalement, tous ces objets-là, et qui nous font travailler pour des choses qui servent à rien. Est-ce que c'est pas ça le fond du problème? Moi je dirais qu'en fait il faudrait arrêter, sortir de cette société technicienne. Mais alors là on est dans un problème bien plus vaste. On a eu une soirée au Samovar, c'était quand? Samedi dernier.
sur Charbonneau qui lui disait que il fallait limiter cette société technicienne. Moi je pense qu'il faudrait carrément en sortir, mais alors là on n'est pas là. Alors Alban, je suppose que tu as regardé le film sur Arte, Trépalium, non, pas du tout, où on voit un monde divisé en deux avec 80% de chômeurs et un monde où tu as 20% de la population qui vit avec justement toute la technicité, mais une technicité contrôlée au moyen de la machine, donc c'est Big Brothers 1984, avec des gens qui vivent une dictature de la machine et une dictature policière dans un monde policé, vraiment poli. Hein. On a vraiment l'impression d'avoir des gens bien propres sur eux. Et le souci, c'est quand on déchire le voile, on voit ce qu'il y a derrière, hein, et ce que ça sous-entend comme misère et pauvreté. Et dans ce premier épisode, alors moi je l'ai pas vu sur Arte, parce que je regarde plus la télé, je l'ai vu en streaming sur le net. Il y a la ministre qui dit ça doit marcher, sinon on va faire faillite. Et le souci, c'est qu'effectivement, on voit une technicité se développer dans nos propres sociétés, et parallèlement à ça, on a une économie qui est vacillante et qui risque de s'écrouler. Donc cette docu-fiction qu'est Tripalium peut être intéressante parce que ça peut être un futur très proche qui pourrait éventuellement nous concerner. Il faut espérer que non, mais c'est une réalité. Donc t'as pas suivi, c'est dommage. Et par contre, l'intelligence artificielle, t'as envie d'intervenir là-dessus? Ben moi, je vais rejoindre Sandra. C'est vrai que sur le toute technologie qu'on vit maintenant, ça va trop vite. Moi, je me rappelle d'une époque, j'ai 30 ans, où on a connu l'arrivée du portable, et pourtant 30 ans c'est jeune. C'est pas comme si c'était nos anciens qui avaient un jour découvert le frigo, après la télévision en noir et blanc, etc. Nous, on est arrivé sur une génération 25-30 ans, voire 35, où on a découvert le portable, l'ordinateur portable, la télé, écran plat, tout un tas de technologies, et c'est vrai que ça avance à une vitesse incroyable. Et dans le travail, il y a des robots qui font le ménage maintenant, il y a des robots qui vont même, il y a même des chiens en robot pour pas que le vrai aille faire pipi sur la moquette à grand-mère. Enfin, et si tu te débrouilles bien aujourd'hui, il y a même des robots qui feront des recherches de travail à ta place. Oui, voilà. Ça, ce sera le pied. Il suffit de les programmer et basta ya. Voilà. Mais en fait, ouais, c'est ça. Tu fais le lien entre les robots et le numérique, et finalement, tu te retrouves avec un monde technologique qui est tellement hors de notre portée, puisque nous, on n'est pas assez diplômés, peut-être pas assez intelligents pour percer leurs secrets, qu'à un moment donné, je pense qu'on va se retrouver un peu dans le concept iRobot, c'est-à-dire qu'un jour, les humains devront se battre contre les robots pour sauver leur peau, quoi. C'est un peu hallucinant, quoi. Ça va à une vitesse grand V. Alors quand c'est dans la médecine, par exemple, c'est très intéressant. Quand ils ont découvert l'IRM, etc., c'est extraordinaire quand c'est dans la médecine, mais quand c'est pour détruire le peuple, c'est autre chose, quoi. Terminator 2017, à mon avis. Hein. Voilà, on est face malheureusement à ça, à moins qu'on change qu'on prenne un virage à 90 degrés et qu'on respecte l'homme au centre de tout. Mais rappelle-toi avant, quand il y avait les guerres, les hommes marchaient des kilomètres et des kilomètres pour aller faire la guerre. Maintenant, ils y vont en avion. Et demain, ce sera les drones qu'on commandera par ordinateur. Robocop. Bon, le prochain sujet qui a été... puisque c'est la petite chanson du chiffon rouge de Michel Fugain que nous allons diffuser ici sur la radio. Ouais, t'as raison, il faut lancer la musique. J'avais oublié celle-là. Vas-y.